Bien, chers amis, donc simplement un mot donc pour rappeler euh, que je dois simplement me présenter pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais suivi le séminaire de l'Observatoire. Donc, je suis Xavier Laurent Salvador et avec beaucoup des collègues ici présents, j'ai l'honneur d'avoir cofondé, co-animé l'Observatoire du décolonialisme qui, entre-temps, est devenu Observatoire d'éthique universitaire, qui a pour mission de documenter la crise de l'enseignement supérieur le, euh, dans les temps contemporains, ce que nous faisons en rédigeant régulièrement depuis maintenant 5 ans des rapports sur la situation qui sont des rapports matter of fact, qui sont des rapports qui présentent la crise euh, sans qu'il soit vraiment besoin de la commenter. Vous pouvez télécharger l'intégralité de ces rapports et mesurer par vous-même l'ampleur de ce que nous traversons aujourd'hui à l'université. C'est notre mission d'être un peu des documentalistes ou des archivistes numériques de la crise que connaît aujourd'hui l'université dans le monde occidental et particulièrement en France. Nous sommes implantés dans un paysage européen qui n'est pas non plus très réjouissant et à ce titre, je me réjouis de savoir que de temps en temps, nous pouvons contribuer à peut-être essayer de pallier les difficultés que rencontre l'université, notamment en essayant de proposer des pistes d'analyse nouvelles, innovantes, qui sont les regards de gens comme Fergan, que je me réjouis vraiment de pouvoir écouter ce soir et que je remercie infiniment de prendre sur son temps pour venir parler avec nous des éléments qui nous permettraient de comprendre ce que c'est justement que les temps que nous traversons, quelle est la part des identitarismes qui la composent, quelle est la place qu'occupe l'islamisme dans cet univers. Euh, il est certain que les temps politiques nous invitent à réfléchir à ces questions et qu'on fera difficilement l'économie d'ici la prochaine présidentielle de réfléchir tous ensemble à ce que signifie aujourd'hui être engagé dans une civilisation. On y parle beaucoup en ce moment dans le monde politique du Moyen Âge. Mélenchon n'arrête pas de parler de Moyen Âge. On n'arrête pas de parler d'identité. On n'arrête pas de parler de religion. Je pense qu'il est important que des gens qui ont un avis non seulement documenté, mais en plus aussi bien exprimé que celui de Fergan, viennent nous aider à mieux comprendre la situation euh, que nous traversons et que nous affrontons. Infiniment merci, donc, Ferian Aziraï, vous êtes connecté avec nous ce soir et de participer au lancement de notre séminaire 2026. J'en profite également pour remercier tous ceux d'entre vous qui ont rendu ça possible, qui sont là ce soir, particulièrement Jean-Loup Bonamy, qui s'est dévoué pour porter haut les couleurs de l'Observatoire cette année, pour relancer notre Observatoire avec l'aide de Jacques Robert, la mienne évidemment, et de tout notre collectif. J'en ai déjà beaucoup dit, je me tais. Merci encore et je me réjouis de vous écouter, Fergan, nous parler de l'islam contre la modernité, votre dernier ouvrage dont nous remonterons encore la couverture pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore lu. Merci infiniment. Jean-Loup. Alors, eh bien, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Donc, en effet, Fergan, tu viens de publier un livre aux éditions des Presses de la Cité qui s'appelle donc L'islam contre la modernité. Je précise tout de suite que je ne me suis pas trompé dans le titre et que tu n'as pas écrit l'islamisme contre la modernité. Tu as bien écrit l'islam à dessein. Et donc, tu es éditorialiste dans différents médias, qu'il s'agisse de médias télévisés, je crois que tu es sur France Info TV, ou de presse écrite, notamment Le Point et Le Figaro, plus précisément Le Figaro Magazine. Si je devais présenter deux choses sur toi, la première chose, c'est que tu connais, c'est d'ailleurs dit dans ton livre et dès la quatrième de couverture, tu connais l'islam de l'intérieur, puisque tu viens d'une famille musulmane comorienne et tu as toi-même grandi dans l'islam. Et je crois d'ailleurs que durant ton enfance, tu avais appris l'arabe littéraire et le Coran.
que tu... Pas l'arabe littéraire, attention, non, non, non. Ah oui, voilà, tu avais appris le Coran sans apprendre l'arabe Tout à littéraire. fait. Donc, tu avais une bonne maîtrise sous la forme du par cœur du texte coranique, mais sans le comprendre, en fait. Voilà. On en Ça, parlera. Tout à fait. voilà, donc justement, on en parlera. Et donc, tu es, je crois que c'est ce qu'on appelle hafiz dans le monde musulman, c'est-à-dire le gardien, le conservateur, celui qui connaît et qui conserve le texte coranique et sa récitation, mais dans ton cas, sans, comme beaucoup d'ailleurs, sans connaître l'arabe et donc sans en comprendre le sens. Ça me rappelle d'ailleurs ces scènes qu'on voyait au début des années 2000 dans les reportages sur l'Afghanistan, où on voyait dans les madrassas afghanes et pakistanaises des enfants réciter le texte coranique, mais sans le comprendre et sans maîtriser l'arabe, puisque ce n'est pas la langue de l'Afghanistan et du Pakistan. Donc tu as une connaissance interne de l'islam, mais tu n'es pas musulman toi-même à titre personnel. Donc il y a justement cette disjonction entre tes origines qui te permettent de connaître l'islam de l'intérieur et en même temps tes croyances personnelles, puisque tu n'es pas musulman, et donc d'ailleurs tu ne crois pas du tout à une réforme possible de l'islam. Tu refuses la distinction tranchée entre islam et islamisme, et tu ne crois pas à la possibilité d'un islam des Lumières ou d'un islam réformé qui, pour toi, seraient des oxymores, en fait. Et donc ça, c'est le premier point que je vais souligner. Le deuxième point, justement, puisqu'on parlait d'islam des Lumières, qui pour toi est un oxymore et quelque chose d'impossible, c'est que justement, toi, je crois, tu es un partisan des Lumières, de la modernité, hein, d'où le livre L'islam contre la modernité, de la rationalité, de la liberté, et que tu t'inscris dans une tradition voltairienne des Lumières, où tu crois justement à la modernité, à la raison et au progrès. Et donc, il me semble que tes trois grands chevaux de bataille sont la critique de l'écologie radicale et punitive, où tu penses justement que l'écologie radicale est une forme de pensée anti-lumière, hostile au progrès, et hostile au progrès, à la rationalité et à la liberté. Donc, critique de l'écologie radicale. Deuxièmement, sur le plan économique, tu es un libéral qui souhaite désétatiser parce que tu crois justement à la liberté individuelle. Et troisièmement, également, cette critique de l'islam, pour les mêmes raisons, c'est que pour toi, l'islam est à la fois sur le plan économique un facteur de sous-développement, donc un facteur de sous-développement économique, et en même temps un obstacle à la rationalité, à la modernité, d'où le titre du livre, et au progrès. Et donc tu t'inscris dans cette tradition voltairienne et des Lumières. Donc, et justement, en lisant ton livre, en fait, c'est que tu articules deux choses, mais tu vas nous expliquer ça mieux que moi et plus en détail. Tu articules à la fois la connaissance des fondements de l'islam, donc à la fois le texte coranique, l'histoire de la naissance de l'islam, et la biographie du prophète Mahomet, et les hadiths, d'une part. Donc tu articules la connaissance, disons, des fondements de départ de l'islam, et d'autre part, la présentation géopolitique actuelle du monde musulman, avec par exemple les différentes législations des pays musulmans, le sous-développement économique, la situation géopolitique. Et pour toi, en fait, entre ces deux extrêmes chronologiques, c'est-à-dire les premiers temps de l'islam, mais qui constituent aujourd'hui le socle de la croyance actuelle des musulmans, et la situation des pays musulmans actuels qui ont des législations très, très punitives, qui ne sont pas des démocraties, où les libertés individuelles et collectives sont bafouées, qui sont en situation de sous-développement économique aujourd'hui. Pour toi, entre ces deux bornes chronologiques, la borne de départ et l'arrivée là où on en est aujourd'hui, il y a un lien. C'est-à-dire que pour toi, les difficultés que traversent les pays des musulmans, voilà, situation des femmes au Pakistan, sous-développement économique des pays arabes, etc., etc. Pour toi, tout ça s'explique par les mentalités
et ses mentalités et ses croyances. Et en fait, en quelque sorte, pour toi, le ver était dans le fruit. C'est pour ça que tu ne crois pas à une réforme de l'islam, parce que pour toi, dès le départ, les fondements même de l'islam sont un obstacle à la liberté, aux droits de l'homme, au développement économique, à la rationalité et donc à ce que tu appelles la modernité. Moi, c'est ce qui m'a semblé comprendre en lisant le livre, et donc que tu remontes même au fondement de l'islam que tu connais bien. Et d'ailleurs, tu es très critique vis-à-vis de ces fondements, puisque entre ce que les musulmans croient être l'histoire de leur religion et l'histoire réelle telle que peut la documenter un travail critique, en fait, il y a déjà un écart que, par exemple, ce qu'on sait, plutôt ce qu'on ne sait pas de la vie du prophète, ne correspond absolument pas à la sira, c'est-à-dire à la biographie canonique en laquelle croient les musulmans, et que pour toi, il y a tout un travail de critique historique à faire, qui mine en fait ce socle islamique, et qui, selon toi, n'est pas fait par le monde musulman, mais est fait plutôt par des chercheurs occidentaux, parce que le monde musulman, globalement, lui-même, n'est pas capable de fournir cette pensée critique sur lui-même. Donc moi, c'est ce que j'ai retenu d'un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant et très instructif et passionnant, que je recommande, donc l'islam contre la modernité, aux presses de la Cité. Et d'autant plus que moi, à titre strictement personnel, ce n'est pas ma ligne. Je suis globalement pas en accord avec cette ligne. Moi, je crois plus que toi à la distinction entre islam et islamisme, mais justement, sans être sur cette ligne globale, j'ai appris beaucoup de choses, et ça m'a beaucoup fait réfléchir, et ça a apporté beaucoup d'éléments. Donc voilà, tu corrigeras toutes les erreurs que j'ai pu commettre dans cette présentation à la fois biographique et de ta pensée. Merci beaucoup, Jean-Loup. Merci beaucoup, Xavier Laurent, Salvador, et merci à tous, vous autres membres de l'Observatoire, pour cette invitation qui m'honore d'autant plus que j'ai beau ne pas avoir connu un parcours académique classique, puisque moi je suis autodidacte. Il n'en demeure pas moins que j'ai un immense respect pour l'institution universitaire, et je pense justement m'appuyer sur la production universitaire et académique pour, en cas, produire les réflexions qui sont les miennes. Et dans la mesure où l'université reste, alors pour le meilleur et pour le pire, un centre, une autorité morale très importante, en tout cas, et une autorité qui a une influence assez forte sur le cours de la vie sociale et politique sur nos institutions, je pense qu'il est très important, en effet, d'avoir ces débats au sein du monde académique, et pour cela, je vous remercie de votre invitation. Alors, peut-être avant de commencer à parler du fond, peut-être vais-je expliquer les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. Comme Jean-Loup l'a dit, en effet, moi je viens de la tradition libérale, c'est comme ça que je me définis avant toute chose. Et donc, j'essaie, à ma petite échelle, d'être un bon disciple de Tocqueville, de Constant, de Frédéric Bastiat, de Friedrich Hayek, et de tous ces grands penseurs qui font de la préservation de la liberté individuelle la finalité même de l'ordre social, et qui insistent évidemment sur le rôle et l'importance de la liberté individuelle pour favoriser l'épanouissement des sociétés humaines. Donc, c'est de cette tradition-là que je viens. Et j'ai été amené, à mesure que ma conscience politique s'éveillait, à mesure que je m'intéressais à l'actualité politique nationale et internationale, comme vous tous, j'ai été amené à constater que la cohabitation entre Tocqueville et Mahomet était un peu compliquée dans les pays où la loi de Mahomet est en vigueur. Et cette difficulté à faire cohabiter donc Tocqueville et Mahomet m'interpellait d'autant plus que, Jean-Loup l'a rappelé, je suis issu d'une famille de culture comorienne et musulmane. Donc ma famille est née aux Comores. Moi, je suis né en France, à Paris. Mais ma famille donc est née dans l'archipel des Comores, qui est donc situé dans l'océan Indien, qui a été sous domination française pendant plusieurs décennies. Et Mayotte est toujours un département français, puisque Mayotte est la seule île qui a refusé l'indépendance dans les années 70 et qui a fait le choix de rester dans le giron
français. Et on va dire que mon éducation islamique a été très superficielle. Et là-dessus, peut-être voilà, faut-il rectifier certains éléments de la biographie qui a été présentée, puisque la manière dont on apprend l'islam, en tout cas aux Comores, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays d'Afrique subsaharienne, mais quand j'entends certains témoignages, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses en commun, est très superficielle, c'est-à-dire qu'on vous apprend le Coran en arabe sans réciter l'arabe, enfin, sans apprendre l'arabe en premier lieu. Donc, vous savez réciter la profession de foi, les premières sourates, les premiers versets du Coran, sans apprendre l'arabe. Ce qui fait que vous ne comprenez absolument rien à ce que vous récitez, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que du coup, ça vous permet de ne pas intérioriser dans l'enfance, durant votre enfance, toutes sortes de préceptes assez discutables. Donc, mes parents ont été éduqués dans un islam assez superficiel, puisqu'ils ont reçu une éducation musulmane qui correspond à ce que je viens de vous dire, et ils ont en même temps côtoyé l'école française, puisqu'ils faisaient partie de ces rares indigènes, entre guillemets, à côtoyer l'école de la République, ce qui fait que mes parents ne sont pas très représentatifs non plus du musulman lambda, c'est-à-dire qu'ils avaient, via l'école coloniale, acquis avec la culture française et occidentale une proximité que n'a pas l'Afghan qui débarque de la banlieue de Kaboul à Paris, évidemment. Donc une éducation islamique assez superficielle, et ceci en dépit d'ailleurs du fait que ma mère eh bien, était la fille d'un cadi. Donc un cadi, c'est un juge musulman qui est chargé d'appliquer la charia, alors en l'espèce en matière plutôt civile, hein, il ne coupait pas des têtes à ma connaissance, mais il appliquait les règles de l'islam en matière successorale, mariage, héritage, et c'était de fait un agent de l'administration coloniale française, puisque la laïcité n'ayant jamais été appliquée dans les colonies, la séparation des églises et de l'État n'ayant jamais été appliquée dans les colonies, le personnel du culte était fonctionnalisé. Donc mon grand-père était à la fois un cadi et donc un agent de l'administration coloniale. Paraît-il assez libéral dans son interprétation de l'islam, puisqu'il avait une certaine affection pour le vin, m'a-t-on dit. Je ne l'ai jamais connu, mais donc on voit bien qu'il n'était pas tout à fait littéraliste. En ce qui me concerne, donc j'ai été éduqué en partie dans la religion musulmane en France, mais là encore, selon des interprétations qui n'étaient pas du tout littéralistes. Et donc, je n'ai jamais été confronté à une approche très rigoriste de la religion. Je m'en suis détaché à l'âge de 18 ans, un divorce plutôt à l'amiable. J'ai cessé d'adhérer à des traditions dans lesquelles je ne me reconnaissais plus. Et ce n'est que plus tard que j'ai développé une posture un peu plus critique, cette réflexion critique ayant été alimentée, je l'ai dit, par l'éveil, une curiosité plus grande envers l'actualité internationale. Évidemment, les dysfonctionnements du monde musulman. Je pense que lorsqu'on est issu d'immigration musulmane, on est nécessairement amené à se demander pourquoi on est là. Alors, pas pourquoi on est sur Terre, parce qu'il s'agit là d'une question existentielle beaucoup trop compliquée à traiter, mais en tout cas, pourquoi on est en Europe. Et le drame, selon moi, est que beaucoup trop de musulmans et beaucoup trop de descendants de l'immigration musulmane peinent à tirer les bonnes conclusions de leur présence en Occident, sont tentés de blâmer leur société d'accueil et négligent, disons, les dynamiques endogènes au monde islamique. Et donc ces dynamiques, c'est celles qui m'ont intéressé. Comment expliquer que le monde musulman soit encore aujourd'hui incapable d'offrir à ses habitants une vie décente, conduisant, ce qui explique que mes ancêtres, en effet, mes parents ont fait le choix de s'établir en France et en Europe pour obtenir une vie meilleure et pour offrir à leurs descendants une vie meilleure. À cela s'ajoute évidemment eh bien, la séquence djihadiste que nous avons connue, et le fait qu'en tant que citoyen français et européen, je suis
nécessairement interpellés par les défis que le fait islamique pose aux sociétés occidentales et libérales de manière générale. Donc tout ça concourt à la rédaction de ce livre. Ce livre part d'un constat, je crois, qui est assez simple à partager, et d'ailleurs ce constat, les musulmans ne m'ont pas attendu pour le faire eux-mêmes, puisque ça fait maintenant plus de 2 siècles que les musulmans se désolent de l'état tout à fait lamentable de leurs sociétés respectives, à ceci près qu'ils ne sont pas toujours, là encore, enclins à en tirer les bonnes conclusions. Ce constat, quel est-il? Le monde musulman, on le sait, est composé d'une quantité disproportionnée de régimes tyranniques où, par définition, la liberté et l'égalité relèvent de la science-fiction la plus totale. Il y a une cinquantaine de pays à majorité musulmane dans le monde aujourd'hui. Et le nombre de démocraties libérales en terre d'islam se compte sur les doigts d'une main atrophiée. Sur les 1,9 milliard de gens qui peuplent l'ère culturelle islamique, seulement 3% de ces gens vivent dans des régimes plus démocratiques que la moyenne, 3% seulement, avec ce paradoxe qui n'en est pas un en réalité, c'est que c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans jouissent des libertés les plus étendues et de la condition la moins désagréable, ce qui n'indispose nullement les prédicateurs islamistes, leurs compagnons de route et autres pseudo-combattants de l'islamophobie. La quasi-totalité des sociétés musulmanes se situe dans la moitié inférieure de tous les grands classements qui s'intéressent à l'égalité homme-femme. L'essentiel des minorités les plus discriminées dans le monde, plus de 60%, vivent en terre d'islam, et ce chiffre ne prend même pas en compte la question des athées, des incroyants, des libres penseurs. Je rappelle que l'islam est la seule religion qui, encore aujourd'hui, condamne à mort ses anciens adeptes. Les sociétés musulmanes sont surreprésentées dans les conflits armés. Le palmarès des organisations terroristes les plus meurtrières est essentiellement composé de groupes d'obédience musulmane. Les sociétés sont plus exposées que les autres à la consanguinité, à l'esclavage moderne, au mariage forcé de filles mineures. Et enfin, la contribution du monde musulman au progrès des arts, des sciences et des techniques, au progrès humain, au progrès de la civilisation, n'est absolument pas à la hauteur de son poids démographique. On l'a dit, le monde musulman, c'est un quart de la population mondiale. C'est 1% de prix Nobel, toutes catégories confondues, et encore, cette estimation est une estimation haute, puisque parmi ces Nobel musulmans, beaucoup, en fait, ont dû s'exiler dans des sociétés occidentales pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir se réaliser. Et ce quart de l'humanité n'a enfanté que 0,1% des découvertes scientifiques originales liées à la recherche, si j'en crois les chiffres de la Banque islamique de développement basée en Arabie Saoudite, peu suspecte, je crois, d'islamophobie. Donc, sur tout un tas d'indicateurs politiques, économiques, culturels, sociaux, anthropologiques, on observe que les sociétés musulmanes sont, hélas, très en deçà des standards que nous sommes en droit d'attendre des sociétés civilisées. Ce constat, pour le coup, n'a pas grand-chose d'original, puisque, je le répète, les musulmans le font depuis assez longtemps. Là où moi j'insiste sur le caractère un peu consternant de ce constat, c'est que cette arriération politique, économique, sociale, culturelle est d'autant plus impardonnable et insupportable que l'islam, contrairement à ce qu'on entend partout, est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et c'est là un aspect très important de l'ouvrage, parce que je me suis rendu compte au fil de mon enquête que la littérature, aussi bien islamique qu'occidentale, tendait à évacuer la richesse du contexte culturel, du contexte anthropologique dans lequel l'islam est né. C'est-à-dire que la propagande musulmane a tout fait pour dévaloriser l'héritage des sociétés pré-islamiques, lesquelles sont assimilées à l'ignorance, la barbarie, l'arriération, et ceci conformément à un schéma colonial tout à fait classique. Les musulmans n'ont été ni les premiers ni les derniers à dévaloriser l'héritage culturel des sociétés conquises.
Mais en l'occurrence, cette réécriture de l'histoire a eu, je crois, un effet dévastateur, aussi bien en Orient qu'en Occident, parce que d'une part, en Orient, elle a convaincu les musulmans que l'islam était la meilleure chose qui pouvait leur arriver, dans la mesure où ces derniers ont complètement oublié la richesse des civilisations pré-islamiques, donc la richesse des cultures qui précédaient l'islam. Et dans mon livre, j'illustre notamment ce mépris pour les cultures pré-islamiques en rappelant que lorsque l'on prend les plus beaux vestiges des civilisations anciennes qui parsèment les côtes nord-africaines, qu'on retrouve en Syrie, en Jordanie, alors en Jordanie, c'est Pétra, en Syrie, c'est Palmyre, quand même les vestiges de l'Égypte, je fais toujours le lapsus, de l'Égypte pharaonique, mais aussi d'ailleurs les vestiges de l'Église de la chrétienté orientale, hein, c'est tout aussi valable. Tous ces vestiges de ces grandes civilisations ont sans cesse attendu l'arrivée des explorateurs européens pour être exhumés, pour être déchiffrés. Par exemple, les hiéroglyphes en Égypte ont attendu l'arrivée d'un Français qui s'appelle Jean-François Champollion, qui donc a exhumé, a déchiffré les hiéroglyphes, là où les musulmans natifs ne sont pas pressés pour déchiffrer les grands monuments des civilisations qu'ils ont pourtant côtoyés depuis plus de 1000 ans. Et je fais souvent cette comparaison, si vous voulez. C'est comme si les Arabes, les Berbères, les Afghans avaient manifesté beaucoup plus d'intérêt pour l'histoire des Gaulois que les Français eux-mêmes. Voilà le genre d'anomalie auquel nous sommes confrontés. Et je l'ai dit, ce désintérêt, ce mépris pour les civilisations pré-islamiques a eu un effet dévastateur, aussi bien en Orient qu'en Occident. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'en effet, le préjugé d'un Orient pré-islamique complètement arriéré s'est diffusé dans la littérature occidentale. Je cite par exemple le cas de Napoléon, qui manifestait une grande admiration pour la figure politique et conquérante de Mahomet, et qui créditait Mahomet d'avoir civilisé des Arabes jadis barbares, idolâtres, païens, alors même qu'on sait que l'Arabie, avant l'islam, était plutôt acquise au christianisme, avec des poches importantes de judaïsme, ce qui explique évidemment qu'il y ait dans le Coran de nombreuses références bibliques et néo-testamentaires. De même, Voltaire disait du Coran, si c'est un livre terrible pour notre époque, c'est un livre qui était en revanche excellent pour ses contemporains, nous dit Voltaire. Donc vous voyez bien l'idée qu'il y a derrière, c'est-à-dire que les peuples du Proche-Orient avant l'islam étaient victimes d'un niveau de civilisation tellement bas que l'arrivée de l'islam, alors certes avec certains inconvénients, une religion un peu arriérée sur certains aspects, mais enfin ça constituait quand même un progrès en matière de civilisation. Ça a longtemps été la vulgate à la fois musulmane et occidentale. Et ma conviction, c'est qu'une grande partie de l'indulgence que nous manifestons aujourd'hui vis-à-vis de l'islam, une indulgence évidemment excessive et injustifiée, s'explique par une espèce de lecture un peu condescendante de l'histoire du Proche-Orient, qui voudrait que, bon, voilà, finalement, l'islam, c'était ce qui pouvait arriver de mieux à ces gens-là. Or, quand on se souvient que avant l'islam, le monde arabe pouvait donner des empereurs et des impératrices à Rome, pouvait donner des professeurs à Athènes, quand on se souvient qu'avant l'islam, le monde berbère donnait des papes à la chrétienté, donnait à la littérature latine des romanciers talentueux, des théologiens, Saint Augustin étant l'un des plus célèbres, a été l'un des maîtres à penser de l'Occident chrétien. Quand on se souvient que des siècles avant l'islam, l'Afghanistan enfantait de magnifiques sculptures gréco-bouddhistes, j'invite toujours mes interlocuteurs à aller visiter le musée des arts asiatiques à Paris et aller voir les salles consacrées à l'art du Gandhara. Et je mets toujours mes interlocuteurs au défi de ressortir de ces salles-là et de dire que l'islam a été une bonne chose pour la région. Je pense qu'il faut quand même beaucoup de mauvaise foi pour soutenir cette thèse quand on a en tête les réalisations pré-islamiques. Et c'est pourquoi je dis régulièrement que mon vœu le plus cher serait que les musulmans s'adonnent à une petite uchronie et se demandent
à quoi ressemblerait leur monde aujourd'hui si l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, le Moyen-Orient étaient restés dans le giron gréco-romain, perse, syriaque, bouddhiste pour l'Afghanistan. Et je pense en effet que notre monde serait aujourd'hui beaucoup plus beau. Et donc, quand on a en tête ces réalisations pré-islamiques, on est en droit, avec Claude Lévi-Strauss, de contester le mensonge d'un islam civilisateur. Et on est en droit, avec l'anthropologue, de penser que l'islam a coupé en deux un monde beaucoup plus civilisé. Cela ne veut pas dire que les sociétés musulmanes n'ont jamais été des foyers de créativité, d'inventivité. Je pense qu'une telle thèse serait tout à fait excessive. En revanche, ce que je dis, c'est que reconnaître que l'islam a été des foyers de créativité, c'est une chose. Imputer à l'islam les foyers de créativité qui ont en effet existé ici et là, c'en est une autre. Et je fais souvent cette comparaison avec un système plus moderne et plus séculier, peut-être. Prenons le cas de l'Union soviétique. Je prends le cas de l'URSS parce que dans notre imaginaire collectif, l'URSS est devenu le prototype du régime dysfonctionnel. Alors en effet, c'était un régime dysfonctionnel, criminel. Pour autant, il y avait aussi en URSS des gens tout à fait brillants. On ne peut pas réduire l'histoire de l'URSS au goulag. Mais je pense que personne ne serait assez fou pour attribuer le talent d'un Shostakovich, le talent d'un Solzhenitsyn, le talent d'un Sakharov au système soviétique. Car sans être de grands soviétologues, on est à peu près tous conscients que si la Russie n'avait jamais déclenché la révolution d'octobre et si elle s'était dotée d'institutions plus libérales, eh bien, il y aurait eu beaucoup plus de Shostakovich. Alors, Solzhenitsyn n'aurait peut-être pas écrit l'archipel du Goulag, mais les créations littéraires auraient sans doute été beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus riches. Eh bien, j'applique à l'islam le même raisonnement. Et je pose la question suivante. Pour un Averroès, pour un Ibn Khaldoun, pour un Avicenne que le hasard a placé dans le monde musulman, combien d'autres Averroès, combien d'autres Ibn Khaldoun, combien de Léonard de Vinci, combien d'Héloïse, combien d'Abélard, combien de Pierre Bayle, combien de Spinoza, combien de Voltaire, combien de Marie Curie ont-ils été méthodiquement assassinés sur les bancs des écoles coraniques? Et je pose d'autant plus la question que, je le rappelle encore une fois, le Proche-Orient n'a pas attendu l'islam et Mahomet pour être un important foyer de science et de culture. Lorsque l'islam apparaît au Proche-Orient au 7e siècle, l'islam s'installe à l'intérieur de l'un des plus vieux carrefours d'hommes et de peuples civilisés qui soient au monde, pour citer Braudel. Et donc, quand on hérite d'un patrimoine aussi conséquent, aussi riche que celui qui fut à la disposition des musulmans, enfanter Averroès, c'est la moindre des choses. Et donc, ce qu'il faut interroger, ce n'est pas tant le fait qu'on puisse enfanter des Averroès avec un patrimoine aussi riche, puisque ça, c'est la moindre des choses. Ce qu'il faut interroger, c'est comment une religion qui a hérité d'un patrimoine immatériel aussi riche, comment une religion qui avait à sa disposition un patrimoine immatériel bien plus riche que celui qui fut à la disposition des fondateurs du judaïsme et du christianisme ou même du bouddhisme, puisque la postériorité de l'islam en réalité est une circonstance aggravante. Les musulmans n'ont pas 700 ans de retard sur la chrétienté, ce n'est pas vrai. Ils ont eu au contraire 700 ans de plus que les chrétiens pour affiner leur pensée, pour affiner leur système de valeurs et pour proposer à l'humanité un message plus civilisé que ne l'étaient les systèmes de valeurs antérieurs. Et ce n'est pas ce qui s'est produit. Donc il faut aussi interroger cette décivilisation inexcusable, d'autant plus inexcusable que, encore une fois, les musulmans sont arrivés dans l'une des régions les plus civilisées qui soient, ont très tôt bénéficié de la technologie chinoise, de la fabrication du papier, que l'Europe ne connaîtra pas avant le XIIe siècle, ont dérobé la Perse en détruisant le régime sassanide qui avait accueilli d'importants éléments païens, chrétiens, nestoriens, particulièrement versés dans les sciences antiques. On sait que ce sont les chrétiens nestoriens qui ont principalement traduit la science grecque en arabe, parce que les musulmans n'ont jamais voulu apprendre le grec, à quelques exceptions près. Les musulmans ont hérité aussi, ont dérobé à l'Empire romain d'Orient la Syrie et l'Égypte, qui étaient les deux grands foyers de science. L'Égypte était le grenier à blé de l'Empire byzantin. Enfin bref, quand on hérite d'un tel jackpot, la moindre des choses, c'est de ne pas le saborder. Et c'est hélas ce qui s'est produit. Et donc ça, c'est vraiment un point très important du livre, parce que très souvent, les études islamiques, ainsi que le déplorait l'orientaliste Patricia Crone, se caractérisent par un profond mépris du Proche-Orient qui a vu naître l'islam. Et donc, ceci participe, à mon avis,
a octroyé à l'islam un prestige peu justifié, car en effet, si on entretient l'illusion qu'avant l'islam, tout n'était que désert et barbarie, bah, c'est très facile pour l'obscurité d'enfiler les habits de la lumière. Le livre revient ensuite sur les controverses qui ont accusé la colonisation occidentale d'être responsable des maux du monde musulman. Alors, je rappelle évidemment qu'on ne peut pas accuser la colonisation occidentale d'être responsable de maux qui la précèdent largement. Et d'ailleurs, je récuse la notion, en tout cas l'expression la colonisation avec l'article défini là, comme s'il n'y en avait eu qu'une seule, comme si les sociétés non occidentales n'avaient jamais versé dans l'impérialisme. Cornelius Castoriadis, qui était un écrivain socialiste, disait qu'il ne poussait pas naturellement des Arabes sur les pentes de l'Atlas au Maroc. Bon, c'était une manière assez amusante de rappeler que dans l'histoire, il n'est pas de peuple qui soit toujours et partout innocent. Et donc, la colonisation, avec l'article défini là, c'est une expression qu'il faut bannir. Il n'y a pas une colonisation, il y a des colonisations. Et en l'occurrence, les sociétés musulmanes, avant l'arrivée des Européens, n'étaient pas vraiment ce qu'on pouvait appeler des Eldorado droits de l'hommistes à la pointe du progrès. C'était des sociétés qui avaient déjà, qui accusaient déjà un retard technologique et scientifique considérable de l'aveu même des principaux intéressés, puisque j'exhume par exemple les témoignages de figures contemporaines de la conquête française de l'Égypte, comme Al-Jabarti, qui est une figure qui est très connue des historiens et qui voit bien, dès l'instant où les troupes de Napoléon foulent le sol égyptien, que l'écart culturel, scientifique est abyssal dans quasiment tous les aspects, aussi bien dans les sciences dures, en tout cas les technologies, la physique, la chimie, mais également d'ailleurs dans les sciences humaines, puisque Al-Jabarti, par exemple, s'étonne de voir les Français disposer d'un Coran traduit, alors que lui-même n'a pas un dixième de l'équivalent de la tradition orientaliste européenne, parce qu'il y a une véritable asymétrie historique entre la curiosité que les Européens ont manifestée pour les cultures étrangères et la relative indifférence que les musulmans ont manifestée pour la chrétienté, alors même que le monde musulman s'est constamment confronté à la chrétienté, que le monde musulman, que les musulmans ont pris pied dans des sociétés qui étaient majoritairement de culture chrétienne, puisque la Syrie, l'Égypte étaient évidemment de grands foyers de christianisme, où le grec était quand même bien parlé, idem pour la Mésopotamie. En Afrique du Nord, le latin est resté une langue qui circulait, je crois, jusqu'au XIe siècle quasiment. L'Espagne visigothique était là aussi une région latinisée. Et jamais, jamais, jamais les musulmans n'ont ressenti le besoin d'apprendre le latin, le grec, le copte, le syriaque. Et donc, là aussi, je rappelle cela pour mettre fin à cette inversion accusatoire permanente qui voudrait que l'Occident aurait manifesté un mépris total pour l'autre. Alors, ce qui est vrai en partie, parce qu'évidemment, comme Claude Lévi-Strauss le rappelait, la proportion à l'ethnocentrisme est universelle. Mais enfin, s'il y a une culture qui a manifesté une ouverture à l'égard de l'altérité, c'est évidemment la civilisation occidentale, et la réciproque n'a pas toujours été tout à fait au rendez-vous. Donc on ne peut pas imputer à la colonisation des maux qui la précèdent. Les sociétés musulmanes avant la colonisation étaient des sociétés arriérées, autoritaires, esclavagistes, je le rappelle. Évidemment, tout cela est connu des historiens, mais tout cela fait aussi l'objet d'une véritable conspiration du silence. J'ai eu beaucoup de mal à trouver, par exemple, des ouvrages de grand public qui rappellent que le reflux de l'esclavage en terre d'islam doit presque tout à l'impérialisme occidental. C'est une révolution dans l'histoire de l'humanité qui est très peu étudiée, et pour cause, le politiquement correct qui tient à une espèce de récit rousseauiste qui voudrait que l'histoire serait la lutte entre le méchant homme blanc civilisé et le bon sauvage opprimé. Ce récit-là risquerait évidemment de voler en éclats en rappelant que, certes, la colonisation occidentale a été le terreau de crimes tout à fait abominables que je ne conteste nullement, mais elle a aussi été un instrument pour lutter contre d'autres crimes de l'humanité qui étaient, eux, parfaitement indigènes, puisque ce sont les Français, on le sait, qui vont forcer les Algériens à renoncer au commerce de nègres tel qu'on l'appelait à l'époque en 1848. Ce sont les Français qui vont fermer les marchés d'esclaves au Maroc. Ce sont les Britanniques qui vont
faire pression sur l'Empire ottoman pour réduire l'ampleur des traites. Ce sont les Britanniques qui vont aller jusqu'à Zanzibar. Ce sont les Français qui, aux Comores, vont abolir l'esclavage île par île. Et le reflux de l'esclavage doit en effet presque tout, en termes d'islam, à la pression occidentale, parce qu'il n'y a jamais eu, en termes d'islam, le moindre discours abolitionniste avant l'arrivée des Européens. Il y a le premier réquisitoire contre l'esclavage en terre chrétienne, il date du IVe siècle après Jésus-Christ, de la part de Grégoire de Nice. Bon. Il n'y a jamais eu rien de tel en terre d'islam avant l'arrivée des Européens. Il n'y a jamais eu l'équivalent de la controverse de Valladolid. Il n'y a jamais eu un Condorcet, un Lincoln, un Victor Schœlcher. Ce qui est assez intéressant, c'est le rapport à la mémoire, la différence entre le rapport à la mémoire en Occident et le rapport à la mémoire en Orient. J'ai par exemple fait remarquer que je n'ai pas réussi pour l'instant à trouver ne serait-ce qu'un monument public qui, en termes d'islam, commémore l'abolition de l'esclavage. Ça n'existe pas. En tout cas, je n'ai rien trouvé pour l'instant. Si quelqu'un trouve et me corrige, je ferai évidemment amende honorable, mais je n'ai pas réussi à trouver, et pour cause. Il est vrai que lorsque l'on professe une religion qui voue un culte de la personnalité à un caravanier que les traditions musulmanes elles-mêmes dépeignent comme quelqu'un qui s'adonne à l'esclavage et à l'esclavage sexuel, et qu'on nous dit que cet individu-là est le bel exemple, le beau modèle, voire le meilleur des hommes, ce qui, pour ma part, est tout à fait insultant, parce que bon, je pense que j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, je ne suis pas irréprochable, enfin, je ne suis pas allé jusque-là. Et donc ça me vexe un petit peu quand on me dit que Mahomet est meilleur que moi, si vous voulez. En tout cas, tel que les sources musulmanes racontent sa vie. Donc en effet, quand on fait l'apologie d'un tel personnage, de ses faits et gestes, c'est peut-être un peu plus difficile de produire une pensée abolitionniste et d'avoir un regard critique sur les exactions que les sociétés musulmanes ont commises. Bon. Et c'est peut-être aussi plus difficile de bâtir une société libre, fraternelle, égalitaire et démocratique sur les paroles, faits et gestes d'un personnage que les traditions musulmanes célèbrent comme quelqu'un qui s'adonne à l'égorgement, qui supervise des séances de torture, qui n'hésite pas à faire assassiner les gens qui le critiquent. Voilà, je ne pense pas être dans la radicalité en disant que les sociétés qui professent un tel culte de la personnalité auront plus de difficultés que les autres à faire émerger des sociétés démocratiques. Non pas que l'islam ait le monopole de la violence et du fanatisme, hein, ce n'est pas ce que je dis. La violence, on le sait, est constitutive de l'histoire de l'humanité, et aucun peuple n'est toujours et partout innocent. Il reste en revanche à se demander pourquoi certaines aires culturelles peinent à embrasser ce que Norbert Elias a appelé le processus de civilisation, c'est-à-dire un processus au cours duquel on apprend à pacifier nos mœurs. Et pour expliquer ce processus, et en tout cas la difficulté de certaines sociétés à l'embrasser, je ne pense pas qu'on puisse en effet faire l'impasse sur le rôle des systèmes de valeurs, des systèmes de représentation collective. Et je note un paradoxe, c'est que vous-même, vous êtes familier avec toutes les théories de la déconstruction. Et il est vrai que nous vivons à une époque qui est saturée d'injonctions à la déconstruction de nos préjugés, de nos imaginaires. Alors, on nous dit que pour lutter contre le sexisme, il faut réformer la grammaire et l'orthographe. On nous dit que pour lutter contre le racisme, il faut réécrire les titres des romans d'Agatha Christie. On nous dit que pour lutter contre la crise écologique, il faut déconstruire l'anthropocentrisme hérité de la tradition abrahamique. Mais quand quelqu'un se demande si une fable médiévale qui voue un culte de la personnalité, un esclavagiste adepte de l'égorgement, est peut-être responsable de la difficulté de certaines sociétés à faire reculer la violence en leur sein, là on nous dit c'est trop compliqué, non, c'est pas monocausal. Alors rien n'est jamais monocausal, hein, je n'ai pas dit l'inverse. En revanche, toute la question est de savoir si la variable islamique joue en faveur du bien, et mon intuition est que cette variable ne joue pas en faveur du bien. De la même manière que les soucis des sociétés soviétiques ne pouvaient pas tous se résumer à l'idéologie communiste, mais enfin, la variable communiste ayant sauté, il me semble que ça a un tout petit peu amélioré quand même le sort de ces sociétés-là. Eh bien, j'applique le même raisonnement aux sociétés musulmanes. Je ne dis pas que tous les maux du monde musulman
sont imputables à l'islam. Je dis en revanche que si la variable islamique disparaissait, sans doute aurions-nous affaire à un monde un peu plus pacifié, un peu plus libre. Alors mon livre s'achève sur les défis que pose l'islam aux sociétés occidentales, puisqu'en effet, l'échec des indépendances et l'incapacité des sociétés musulmanes à offrir à leur population une vie décente expliquent qu'il y ait aujourd'hui beaucoup plus de musulmans qui migrent vers les sociétés occidentales qu'il n'y a d'occidentaux qui migrent vers les sociétés musulmanes. Et il y a lieu de déplorer que les sociétés occidentales n'aient pas manifesté une plus grande exigence en matière d'intégration et d'acculturation, de sorte que les maux qui MAUX qui gangrènent le monde musulman ont été en partie transplantés dans les sociétés occidentales. Et en effet, s'il ne faut pas mettre les musulmans dans le même panier, dans le même sac, s'il ne faut pas essentialiser les populations, il n'en reste pas moins que les enquêtes sociologiques ces 30 dernières années montrent que les musulmans sont en moyenne plus réfractaires que les autres aux valeurs de la démocratie libérale. Très concrètement, plus d'un musulman sur deux juge que les femmes doivent obéir à leur mari contre 5% de la population. Plus d'un musulman sur deux juge que les juifs ont trop de pouvoir dans la politique, l'économie et les médias contre un quart, un cinquième de la population. Les musulmans sont plus enclins que la moyenne à déclarer que les violences contre les homosexuels sont parfois compréhensibles. Et lors de l'affaire Mila et lors de l'affaire des caricatures de Charlie, on s'est aussi rendu compte que les musulmans étaient beaucoup plus réfractaires à la liberté de conscience et d'expression et qui sont en moyenne bien plus nombreux en proportion à juger la liberté de critiquer les religions irrecevables. Donc on est face à une vraie difficulté, un vrai défi de civilisation. C'est-à-dire que ça fait maintenant 30-40 ans que toute critique de l'islamisation de notre société est assimilée à une attitude d'extrême droite, alors même que s'il y a une catégorie sociologique qui est particulièrement perméable à des valeurs dites d'extrême droite, sont hélas les adeptes de l'islam, puisque l'islam est aujourd'hui l'idéologie qui produit les catégories sociologiques les plus illibérales du spectre politique. Et c'est aussi vrai en France qu'en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas. Donc, on a une approche très franco-centrée du fait islamique ou du fait islamiste. Ça dépend comment on le qualifie. Alors même que les problèmes que la France rencontre eh bien, se traduisent exactement dans les mêmes termes dans d'autres pays. Et parfois, d'ailleurs, c'est pire ailleurs, puisque l'Angleterre, qu'on a longtemps louée comme étant la patrie du multiculturalisme heureux, fait face à de vrais problèmes avec une communauté d'origine pakistanaise qui est bien plus littéraliste et bien plus radicale que l'islam maghrébin que nous avons importé. Je rappelle que l'Angleterre, c'est quand même le pays où a lieu la grande déflagration, la première grande déflagration, en tout cas née de la guerre entre l'islam et l'Occident, puisque l'affaire Salman Rushdie, c'est en Angleterre qu'elle commence, et Salman Rushdie a été en tout cas invité à s'exiler aux États-Unis parce qu'il ne pouvait plus vivre en sécurité dans la patrie qui a inventé l'habeas corpus et la Magna Carta, ce qui constituait une régression anthropologique inédite qu'on aborde, me semble-t-il, avec une certaine désinvolture, ce qui est aussi une marque de décivilisation, puisque ça fait quand même quelques années que nous nous sommes accommodés de toutes sortes d'anomalies. La France se félicite d'être le pays qui a émancipé les Juifs pendant la Révolution. Aujourd'hui, on produit des rapports officiels pour se désoler que les Juifs ne peuvent plus être scolarisés n'importe où, sans que cela suscite la moindre réaction politique. De même, les caricaturistes de Charlie Hebdo doivent travailler dans un lieu secret pour ne pas être massacrés une seconde fois. C'est une chose qu'on n'avait jamais connue depuis la naissance de la presse moderne. De même, on a assisté à l'assassinat, à la décapitation de Samuel Paty, Dominique Bernard. Là encore, je remarque que même au plus haut des tensions entre la Troisième République et l'Église catholique, on n'a pas eu, à ma connaissance, d'épisodes de ce genre-là. Un Ernest Renan n'a pas eu besoin de vivre sous protection policière après avoir publié sa vie de Jésus. Alors certes, il a été injustement sanctionné sur le plan professionnel, mais là, on est quand même confronté en Europe à une multitude de symptômes qui montrent qu'on est sur une phase de décivilisation assez prononcée. Aux Pays-Bas, Ayaan Hirsi Ali a dû, là encore, quitter la patrie de Spinoza, la patrie qui avait jadis accueilli Descartes, pour se réfugier
aux États-Unis parce que les Pays-Bas, berceau de la tolérance, n'étaient plus capables d'assurer la sécurité d'une célèbre apostate. Donc, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés est la suivante. La démocratie libérale telle que les Européens l'affectionnent est le fruit d'un processus anthropologique auquel le monde musulman est largement resté étranger. Et donc, il y a pour moi une urgence effectivement à contenir les parts de marché de l'islam, voire à les réduire, parce que, compte tenu des courants d'opinion qui traversent aujourd'hui l'islam, l'augmentation de la part de l'islam dans nos sociétés risque à terme de mettre à terre finalement l'édifice institutionnel, anthropologique que les Occidentaux ont mis 2000 ans à bâtir. Et donc c'est la raison pour laquelle moi, j'appelle évidemment à une désislamisation de nos sociétés par tous les moyens licites et honorables et civilisés. Évidemment qu'il ne s'agit pas de faire le plaidoyer de tel ou tel crime contre l'humanité, par l'éducation, par la science, par une meilleure maîtrise évidemment de nos frontières. J'essaye de dépasser les scénarios réformistes qui pour moi relèvent de la chimère, parce que les textes fondateurs de l'islam étant ceux qu'ils sont, je trouve que l'hypothèse d'un islam des Lumières revient à faire trop de concessions à la superstition et est aussi illusoire qu'un stalinisme à visage humain, en tout cas, exige des efforts comparables à ceux des alchimistes qui voulaient transformer le plomb en or. Et je parie plutôt sur l'analyse historico-critique, une approche historique du Coran, du fait islamique, qui montre par A plus B que, évidemment, que le Coran n'est pas ce qu'il prétend être, que ce n'est pas un texte divin, que c'est un texte de l'Antiquité tardive, qui recycle des traditions juives, chrétiennes, perses, byzantines, zoroastriennes. On sait que les 5 prières par jour, ça vient, ça vient plutôt du zoroastrisme. Et je m'étonne que la patrie de Descartes, la patrie des Lumières, se refuse à enseigner cette sévérité tout à fait scientifique. Il ne s'agit pas de faire de l'idéologie. Voilà, la France et l'Europe sont les héritiers d'une longue tradition orientaliste. Nous avons en Occident des islamologues de talent. Hélas, l'islamologie savante est un monopole occidental en raison du refus du monde musulman de se familiariser avec l'approche historico-critique. Eh bien, je pense que le salut de notre société dépendra à l'avenir de notre capacité à diffuser cette approche scientifique massivement pour gonfler les rangs des apostats de l'islam, puisqu'il en va en réalité de la survie de nos démocraties libérales. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment, Fergan, pour cette présentation. C'était nuancé, extrêmement intéressant. Vous avez anticipé beaucoup, peut-être, des écueils dont vous vous doutiez qui vous seraient adressés. Je suppose qu'il va y avoir des questions. J'ai pu remarquer de mon côté que sur YouTube, on a eu une dizaine de spectateurs en plus et que tous les spectateurs qui étaient là vous ont écouté avec beaucoup d'attention, que ça n'a pas bougé, ce qui est bien la preuve que votre propos est à la fois pertinent, pénétrant et efficace. Alors, je pense qu'il va y avoir des questions. Voilà, j'invite peut-être tout le monde soit à lever la main, soit à mettre les questions. Et si vous permettez, alors, moi, je commencerai simplement à parler, enfin, à lancer un peu le débat, le temps que les quelques-uns qui ont des questions à poser le fassent ou les écrivent dans le chat. En vous écoutant, Fergan, en tant que médiéviste, j'enseigne la langue médiévale et la langue de la Renaissance, je me posais moins de questions sur l'image que vous proposiez de l'islam, même si je reste toujours perplexe sur la fascination que l'islam a toujours exercée sur une partie du monde occidental. Je pourrais citer les rencontres avec les poulains dans la ville de Saint-Louis de Joinville, la fascination de Rabelais qui se fait appeler Alcoff Rivas Nazier, la fascination pour l'alchimie, etc. Mais en vous écoutant, j'entendais parler d'une modernité qui me faisait plaisir et en même temps, j'étais nostalgique en vous écoutant. Je me disais, la modernité dont vous parlez, c'est un peu la modernité d'Antoine Compagnon, c'est une anti-modernité. Est-ce que l'islam dont vous parlez est vraiment contre la modernité ou notre contemporanéité, celle qui se wokise
à vitesse grand V, est-elle vraiment en train de faire face à l'islam ou est-ce qu'on va pas plutôt vers une moult belle conjointure de tout ça, une espèce de soumission à laquelle on ne pourra pas échapper avec la nostalgie d'une modernité qui ne sera plus qu'un lointain souvenir, non? Alors, c'est une question très pessimiste. Alors, c'est vrai que les sociétés occidentales sont engagées sur des trajectoires très inquiétantes. Et je pense que cette trajectoire, en effet, invite à remettre en question certains préjugés, notamment qui étaient hérités des Lumières. Moi, je viens effectivement de ces traditions-là. J'étais, jusqu'à il y a un peu de temps, convaincu que les traditions les plus sophistiquées s'imposaient définitivement sur les traditions les plus arriérées et qu'il y avait quelque part ce sens de l'histoire qui a longtemps, effectivement, espèce de téléologie laïque qui voudrait que le progrès serait irrésistible et invincible. Bon, alors évidemment, j'en suis revenu. J'en suis revenu parce que j'ai fait un peu plus d'histoire que j'en avais fait jusqu'ici et que, en effet, l'idée que les civilisations les plus raffinées finissent sans cesse par triompher des traditions les plus arriérées est une fiction. On a des tas de précédents de cultures plus raffinées qui se sont laissées supplanter et donc ce qui s'est passé naguère peut tout à fait se reproduire aujourd'hui. D'ailleurs, c'est aussi le sens de mon premier chapitre qui fait cette uchronie et qui rappelle en effet le passé pré-islamique. C'est à la fois un double message, bon, je crois qu'il est assez facile à déceler. C'est à la fois un message adressé aux musulmans. Souvenez-vous de ce qu'étaient vos sociétés avant l'arrivée de l'islam. Et c'est aussi un message adressé aux Occidentaux. Ce qui s'est passé hier peut tout à fait se passer aujourd'hui. Et donc, arrêtez d'être arrogant et de penser que les institutions que vous chérissez vont de soi et sont amenés à triompher par je ne sais quelle force de l'histoire. Après, je pense que les choses ne sont pas jouées et qu'un sursaut est tout à fait possible, mais encore faut-il que l'on cesse, comment dire, d'être dans la demi-mesure et de poser un diagnostic le plus radical possible. Radical étant, en l'occurrence, signifiant en l'occurrence le fait de revenir à la racine du problème. Alors, vous savez, on dit souvent que j'ai écrit un livre controversé. Je ne le pense pas, en réalité, parce que je constate qu'il y a un véritable décalage entre ce que les gens disent en public et en privé. Et donc, nous sommes en réalité non pas victimes de notre aveuglement, mais de notre lâcheté, de notre autocensure. Et donc, tout l'enjeu, pour moi, c'est de réduire cet écart entre, en effet, ce qui se dit en public et ce qui se dit en privé. Et je suis assez frappé d'ailleurs de la pusillanimité d'une bonne partie du milieu universitaire et en particulier la corporation des orientalistes et des islamologues, qui est censée être la plus en pointe, en tout cas, pour ce combat-là, et qui a tellement été traumatisée par les controverses post-Édouard Saïd qu'elle en est aujourd'hui à s'infliger une autocensure massive. Donc, je ne pense pas que les choses soit joué, mais en revanche, effectivement, la fenêtre d'opportunité, la fenêtre se rétrécit et il faut se débarrasser de ce réflexe d'autocensure pour aborder le problème sereinement, mais de la manière la plus éclairée et radicale possible. Merci infiniment. Jean-Loup, je te rends la parole. Moi, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je pense que tu les vois aussi. Moi, je vais gérer Oui. les mains levées, si tu veux bien. Je vois une question, si tu veux la relayer. Et puis, je vais Alors oui, essayer je vais de... la relayer. Je vais juste poser une question d'abord moi sur ce que tu as dit. J'ai trouvé qu'il oui, il y avait un élément très intéressant à la fois dans ton livre et dans ton exposé de ce soir. C'était justement sur le monde pré-islamique. Donc, en fait, pour toi, si je récapitule, il y a eu, par exemple, au Proche-Orient, un passé glorieux, c'est le plus ancien berceau de civilisation et de sédentarité de l'humanité, là où déjà on a inventé l'écriture. Premier point. Deuxième point, que ce passé, ces territoires et ce passé dans lesquels s'est inscrit l'islam, en fait, l'islam a occulté
ce passé, pour se présenter justement. C'est ce que l'islam appelle la jahiliya, c'est-à-dire définit ce qui était avant lui comme l'ère de l'ignorance, alors que ce n'est pas, selon toi, ce n'est pas du tout le cas, et que du coup, c'est ça qui explique les succès de ce qu'on a appelé, selon toi à tort, l'âge d'or de l'islam. C'est-à-dire qu'en fait, l'âge d'or de l'islam, pour toi, s'explique, encore vanté récemment par Jean-Luc Mélenchon, en fait, s'explique par par le passé anté-islamique, par le capital accumulé antérieur à l'islam que l'islam a en fait utilisé, et que l'islam n'a rien inventé, mais qu'il a utilisé la science grecque, la civilisation, enfin les civilisations proches orientales, et que également quand on a ce passé que l'islam a su utiliser et faire fructifier au début, quand on en arrive au désastre et au dysfonctionnement actuel, c'est d'autant plus rageant et d'autant plus consternant, voilà, quand on a l'Égypte, la Syrie, l'Irak, des grandes civilisations, des berceaux de sédentarité très anciens, qu'on en arrive à un tel résultat, c'est consternant. C'est ce qui m'a semblé comprendre et retenir de ton Alors, propos. attention, je ne dis pas Oui. que l'islam n'a rien inventé. Je n'irai pas jusque-là. Donc, quand une religion vieille de 1400 ans s'établit sur des territoires aussi vastes, il est normal que des génies passent entre les gouttes. Et il y a eu, en temps d'islam, des inventeurs, des innovateurs qui ont dépassé les Grecs dans certains domaines. De la même manière qu'en URSS, il y a aussi Oui. des génies. Mais les juste tu soviétiques ont contestes été les l'idée d'un premiers. âge d'or. La notion d'âge d'or islamique, je la conteste en effet pour plusieurs raisons, parce que d'une part, la notion d'âge d'or islamique fait fi des contributions non musulmanes à l'éclat des sociétés tombées sous la domination islamique. C'est-à-dire que les empires omeyyades et abbassides, je le rappelle, n'étaient pas des empires musulmans à proprement parler, c'était des empires multiculturels, multiconfessionnels. Il y avait des païens, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des zoroastriens, il y avait des sabéens, et tous ont participé, au même titre que les musulmans, à l'épanouissement des arts, des lettres et des sciences, et certains de manière d'ailleurs décisive, puisque par exemple on sait que le transfert de la science grecque en arabe a été principalement le fait des chrétiens syriaques, des chrétiens de langue syriaque, et non pas seulement pour des raisons linguistiques, mais parce que, encore une fois, les musulmans n'ont jamais voulu apprendre des langues non musulmanes, à quelques exceptions près. Et donc il fallait compter sur les mécréants pour obtenir la science grecque, et ça, même Ibn Khaldoun l'admet parfaitement. Hein. Il dit que les découvertes de la science grecque s'expliquent, en tout cas, que les musulmans se sont familiarisés avec la science grecque via notamment les communautés tributaires. Et donc la notion d'âge d'or islamique efface tout ça. Vous voyez, il est assez révélateur que nous ne parlions pas d'âge d'or de la chrétienté, ou en tout cas très rarement, pour qualifier les prouesses occidentales. Parce que regrouper sous la bannière chrétienté les apports d'un Spinoza, d'un Einstein et d'autres, on est d'accord pour dire que ce serait un peu réducteur. Le génie occidental n'est pas exclusivement tributaire du christianisme, mais pour une raison assez curieuse, quand il s'agit de l'Orient, là, on parle d'âge d'or de l'islam, et on réduit l'Orient à sa composante islamique en faisant fi de la contribution des non-musulmans à l'éclat de ces sociétés-là. Et la littérature islamique joue beaucoup en fait de la confusion entre islam petit i, la religion, et islam grand I, la civilisation. Comme il n'y a pas de distinction islam petit i, islam grand I, on est cette confusion, enfin en tout cas on verse dans cette confusion, et donc on néglige le rôle des non-musulmans qui méritent d'être soulignés. Et alors je me fais le relais d'une question qui est posée dans le chat, à laquelle j'ai la réponse, mais tu vas nous détailler et nous expliquer tout ça. Est-ce que justement tu inclus le soufisme et la tradition soufie, qu'on a d'ailleurs souvent tendance à valoriser dans le discours médiatique en Occident? Est-ce que tu inclus le soufisme dans cette critique de l'islam? Oui, j'inclus le soufisme. Il y a là encore beaucoup de préjugés concernant le soufisme en Occident. On a l'impression que que les soufis auraient été complètement détachés de la violence, du djihad. Ce n'est pas vrai. Là, je renvoie par exemple aux travaux d'une Marie-Thérèse Urvoy qui montre que, par exemple, au XIXe siècle, les grands djihad africains étaient parfois le fait de
réformateurs qui ont grandi dans des confréries soufis. Donc l'idée que le soufisme était complètement affranchi du littéralisme et des effets politiques qui en découlent ne me semble pas tout à fait correspondre à l'histoire du soufisme. Donc ça ne veut pas dire évidemment que tous les musulmans sont condamnés à une lecture littéraliste de leurs textes. Fort heureusement, ce n'est pas le cas, sinon vraiment le pays serait à feu et à sang. En revanche, cela signifie que tant que nous nous acharnerons à reconnaître aux traditions islamiques la moindre validité à la fois épistémique et morale, nous donnerons toujours des munitions, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, aux fanatiques, aux tyrans, aux despotes qui pourront se prévaloir à juste titre d'être au moins les plus conformes à l'orthodoxie, du moins conformes à l'orthodoxie. Et j'entends beaucoup de gens dire que, mais oui, mais vous savez, les textes, on peut en faire absolument tout et n'importe quoi. D'une part, l'idée qu'en engageant une armée d'exégètes, on pourrait faire du Coran un objet de littérature qui préfigure l'œuvre de Simone de Beauvoir et de Tocqueville me paraît être un tantinet audacieux. Et d'autre part, en admettant même que l'on puisse faire dire des textes islamiques tout et n'importe quoi, il me semble que cet argument n'est pas vraiment en faveur de l'islam. Pourquoi? Parce que dans les sociétés civilisées, on attend d'un système juridique qui soit le plus clair possible et que ce système juridique prête le moins possible à toutes sortes d'interprétations délirantes et contradictoires. Prenons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On ne peut pas en faire un texte qui dit tout et n'importe quoi, et c'est heureux. On ne peut pas faire de la DDHC un texte qui, par exemple, autorise l'esclavage sexuel. Celui qui s'essaierait à une telle interprétation ferait un contresens total. De même, prenons le Code civil français, on ne peut pas en faire un texte qui défende le mariage forcé des filles mineures. Celui qui en ferait une telle interprétation ferait un contresens total. Donc, ceux qui disent qu'on peut faire dire des textes islamiques absolument tout et n'importe quoi, en fait, admettent implicitement que dans le monde de l'islam, dans le monde régi par la norme islamique, eh bien, une organisation comme Daesh n'aura jamais complètement tort. Et moi, je ne veux pas vivre dans un monde où Daesh n'a pas complètement tort. Je veux vivre dans un monde où ce que fait Daesh peut être implacablement condamné sans possibilité de recours, sans que tel ou tel barbare puisse ergoter sur telle ou telle jurisprudence, terme, alors la taille des pierres pour lapider, dans quel sens il faut égorger de droite à gauche ou de gauche à droite. Je ne veux pas vivre dans un monde où ces arguties juridiques sont ne serait-ce que possibles. Et donc, ce monde n'est pas celui de l'islam. Et donc, à la fois pour des considérations utilitaristes, mais aussi au nom des exigences de vérité, je pense que l'approche la plus éclairée, la plus rationnelle, consiste tout simplement à répudier ces traditions et ces textes en maniant l'arme de la science et de la vérité pour révéler que ces textes sont en réalité un tissu de mensonges, ni plus ni moins. Alors j'anticipe la question sur islamisme, puisque je la vois écrite. Moi, je ne parle quasiment pas d'islamisme dans ce livre, pour une raison très simple, c'est que... Il y a quand même quelques mains levées. Je le dis parce que j'ai bien pris conscience. Il y aura Yannick Lefranc, Vincent Tournier et Bruno Moisan, à qui on donnera la parole après. Pardon, excuse-moi, Fergan, je voulais simplement le dire. Très bien. Alors, l'islamisme, moi je ne parle quasiment jamais d'islamisme parce que je m'intéresse à l'histoire des termes. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que du XVIIIe siècle jusqu'à la seconde moitié du XXe, on utilisait les termes islam et islamisme de manière tout à fait interchangeable, à la fois pour désigner la religion musulmane et ses prétentions juridiques et politiques. Lorsqu'Ernest Renan intitule sa célèbre conférence à la Sorbonne « L'islamisme et la science », il parle de l'islamisme comme nous parlerions aujourd'hui du bouddhisme, du communisme, du christianisme et autres ismes. Ce n'est que dans les années 80 qu'on a commencé à bricoler cet artifice sémantique qui voudrait qu'il y aurait d'un côté l'islam qui serait une foi privée tout à fait honorable, tandis que l'islamisme seul serait un projet théocratique. Le problème de cette distinction, c'est qu'elle allait à l'encontre de 1200 ans de jurisprudence islamique, qu'elle n'avait pas beaucoup de fondements historiques ni scientifiques, et qu'en réalité, cette distinction relevait beaucoup plus du politiquement correct, puisqu'on a commencé à la mettre en œuvre à un moment où l'Europe accueillait d'importantes populations de culture musulmane, et à la fois pour de bonnes raisons, ne pas stigmatiser, et en même temps de moins bonnes raisons,
une volonté d'édulcorer le fait islamique pour ne pas être embarrassé face à la réalité qui s'imposait. On a bricolé cette distinction, mais qui, je pense, a contribué à nous faire perdre du temps précieux, parce que cette distinction, elle a brouillé notre perception du fait islamique, et donc elle a brouillé notre perception des défis que l'implantation de l'islam allait susciter. Et par ailleurs, cette distinction, elle relève aussi d'une forme d'infantilisation du croyant et du non-croyant. C'est-à-dire qu'on ne doit pas parier sur l'esprit critique des gens, on veut prendre les musulmans pour des idiots, et on veut absolument leur expliquer que les atrocités qui sont commises avec leur religion, au nom de leur religion, pardon, n'ont rien à voir avec celle-ci. Moi, je pense que la meilleure manière de respecter les musulmans, c'est de respecter leur intelligence, voilà, et de tenir un langage de vérité, de cesser de leur parler comme s'ils étaient des enfants attardés de 4 ans à qui on fait miroiter l'existence du Père Noël, parce que c'est exactement ce qu'on fait depuis 40 ans, aussi bien dans la sphère académique que dans la sphère politique. Et donc la vérité exige de dire aux musulmans et déjà de les interpeller sur ce paradoxe suivant. Demandez-vous pourquoi vous êtes en Europe. Demandez-vous pourquoi vos ancêtres ou vous-même avez ressenti le besoin de vivre dans des pays non musulmans, pour bénéficier de la condition la moins désagréable possible et essayer d'en tirer les bonnes conclusions. Et à cela, il faut ajouter évidemment l'approche historico-critique que j'ai évoquée, mais cessons par pitié d'infantiliser et d'altérer le débat public. Il n'y a rien de plus condescendant, il n'y a rien de plus insultant, il n'y a rien de plus, j'ose le mot, raciste que de partir du principe que l'indigène serait pas capable de raisonner selon des standards voltairiens et que pour lui, il faudrait faire une espèce d'exception en feignant des distinctions qui n'ont pas lieu d'être. Merci. Alors, Jean-Loup, il y a une main levée, c'est Yannick Lefranc, Oui. et ensuite Vincent Tournier, donc Oui. et après Bruno Moisan. Oui, je remercie beaucoup de cette intervention nourrie et en langage clair et distinct. Je voudrais, dans la perspective que vous avez très justement tracée, je vais insister sur ce que j'appellerais les points faibles du monde, enfin des sociétés et des populations hantées par, possédées au au sens fort, par cette idéologie religieuse, cette mythologie, comme disait d'Étienne. En cherchant quels pourraient être les points faibles ou les maillons faibles, pour ne pas citer Lénine, je pense que vous avez donné des pistes, des pistes très importantes qui tiennent au pouvoir de questionnement et aux questions que se posent les gens élevés dans le dogmatisme fanatique musulman. Je prendrai un exemple, l'exemple d'une de mes étudiantes kurdes turques qui m'a raconté comment sa mère était bouleversée quand cette fille qui avait lu le texte du Coran dans sa traduction turque s'était mise à poser des questions, à se poser des questions, à chercher la petite bête, chercher des histoires au Coran en se demandant pourquoi Mahomet conseillait ça et pas autre chose. Euh, Même chose, même type de questionnement chez une de mes étudiantes d'origine iranienne qui m'a raconté à peu près la même histoire. Sa mère, tout à fait pieuse, euh, était elle-même bouleversée par les questions que sa fille se posait. En posant des questions sur le Coran, elle remettait le Coran en question. Alors, pour favoriser cela, ben, je pense qu'en effet, il y a un certain nombre euh, de choses peut-être qu'on devrait faire, notamment publier une sorte de best-of des passages, des extraits choisis euh, à, à fort pouvoir à fort pouvoir répulsif qu'on peut trouver dans le Coran. Et puis les hadiths. On parle jamais des hadiths, mais c'est en fait ces hadiths qui constituent une bonne partie des textes d'autorité
que l'on assène aux jeunes musulmans de France, de Navarre et ailleurs. Alors voilà, bon, et si on pouvait faire circuler ou mettre, euh, porter à la connaissance des gens ces textes dans le Coran qui recommandent de battre sa femme, etc., ou de sanctionner très fortement les apostats ou les incroyants en général, ça serait vraiment très intéressant. Et puis les hadiths, bon, les hadiths qui euh, euh, professent la méfiance des chrétiens, des juifs, et pire encore. Euh, un petit mot encore sur, encore une fois, un des points faibles euh, de, comment dire, un des points faibles de l'hégémonie du dogmatisme, fanatisme musulman, c'est ce qui est en train de se passer en Arabie Saoudite. C'est-à-dire les recherches archéologiques qui, assez paradoxalement, mais d'une manière peut-être significative, se mènent en Arabie Saoudite et qui portent à la connaissance, bon, disons, des gens éclairés, des gens curieux, le fait qu'il y avait des déesses et des dieux euh, adorés par les Arabes. Donc il y avait des déesses, des dieux arabes, bon, nabatéens, et c'est ce que l'Arabie saoudite est en train de finalement d'officialiser, en tout cas pour des raisons touristiques. Et ça me paraît tout à fait nouveau, et ça mériterait d'être diffusé, d'être popularisé, d'être démocratisé et mis à la portée de tout le monde. Je voudrais insister sur le fait également, je suis tout à fait sensible à ce que vous avez dit à propos du zoroastrisme, qui a influencé évidemment, comme vous l'avez dit, plusieurs pratiques. euh, plusieurs pratiques de cette orthopraxie Si on veut que tout le musulmane monde puisse qui poser une est question et que oui, oui, Fergan oui. puisse répondre, je Et vous en oui, prie. oui, bien Voilà, sûr. laissons-lui le temps. Et alors, je voulais vous demander si il était, euh, enfin, si ce qui se passait, si ce qui se passe, euh, euh, comment, en Israël, avec des archéologues, avec également des chercheurs comme Remer, ce qui s'est passé également avec le christianisme depuis des décennies et des siècles, eh bien, ne pourrait pas et n'est pas en train de couver dans le monde musulman. Euh, on sait que le zoroastrisme a influencé aussi le judaïsme, mais ça serait intéressant de montrer que toutes les religions dites monothéistes ont été influencées par d'autres religions antérieures et quelquefois postérieures au fur et à mesure de la réécriture des textes. Voilà, c'est tout. Merci. Encore une fois, félicitations et je lirai votre ouvrage avec grand plaisir. Merci beaucoup, cher monsieur. Je souscris évidemment à l'essentiel de ce que vous avez dit. Pour moi, l'approche historico-critique, c'est vraiment la clé. Je pense que c'est le talon d'Achille de l'islam. Et je relisais il n'y a pas très longtemps un entretien de John Tolan et de Mohamed Ali Amir Mouazi, donc, qui ont coordonné le Mahomet des historiens, qui est donc sorti il n'y a pas très longtemps aux éditions du CERF et qui prend la suite donc, du Coran des historiens et qui se veut une espèce de synthèse de la recherche historico-critique. Et de manière assez intéressante, donc dans la Croix, donc ces deux universitaires sont interrogés par la journaliste Héloïse de Neuville, et ils racontent qu'ils ont eu l'occasion de présenter leurs travaux auprès de chrétiens, auprès de juifs, mais qui n'ont jamais été invités par des mosquées pour présenter leurs travaux, à une exception près, la Grande Mosquée de Paris. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que la Grande Mosquée de Paris, après avoir publié la vidéo de la conférence sur ses réseaux, l'a supprimée en raison des protestations des fidèles. Donc il y a deux manières de l'interpréter. C'est navrant parce qu'il y a en effet dans l'islam de France aucun établissement qui veut aujourd'hui se familiariser avec l'approche historico-critique, ce qui quand même remet en question l'idée reçue qui voudrait que l'intégrisme serait le fait d'une petite minorité. Hein. Et d'autre part, le fait que les fanatiques de l'islam redoutent à ce point une approche scientifique du fait religieux montre bien que cette approche a une potentialité, en tout cas un potentiel dévastateur qu'il faut exploiter au maximum. Et c'est la raison pour laquelle je pense effectivement que cette approche-là doit être industrialisée, doit être institutionnalisée, et que toutes les institutions publiques comme privées, profanes, religieuses,
doivent concourir à médiatiser, à populariser, afin que cette connaissance, finalement, ne soit plus cantonnée au cercle des spécialistes, mais relève finalement de la culture générale. Voilà. Et que l'on sache évidemment ce qu'on vient de se dire et qu'on l'apprenne à l'école, et que c'est un travail de diffusion qui incombe évidemment aux orientalistes et aux islamologues, mais pas que. C'est-à-dire que même les universitaires qui ne sont pas spécialistes de ces domaines-là, à mon avis, eh bien, gagneraient à participer à la diffusion de ces recherches parce qu'elles ont une incidence sur toutes nos institutions et sur l'avenir en fait, de la liberté de penser dans nos pays respectifs. Vincent, tu as la parole. Alors, je vais être très, très bref. Moi, je suis également donc un admiratif de ce travail que je l'ai dit dans mon petit texte. J'ai une première question. J'ai 4 petites questions, et c'est la dernière qui sera peut-être la plus importante. Je rebondis sur la question des menaces. Et je vais la retourner aussi, et en reprenant aussi justement la question de la diffusion de cet ouvrage. Est-ce que vous avez été invité à présenter ce travail devant des musulmans, justement? Et si oui, quelle a été la réaction, la réception de ce travail? Deuxième question, je les pose en vrac, hein. Bon. Deuxième question, c'est, je ne résiste pas à la tentation de savoir comment vous avez réagi à l'article du Monde, donc qui a été publié, je trouve, un peu tardivement sur cet ouvrage par rapport à d'autres médias, et qui, bon, vous direz, voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de cette entrée, cet angle qui a été choisi, qui en fait, enfin, je trouve une vieille technique, hein, qui consiste à attaquer sur le passé se trouble, on ne sait pas très bien qui c'est, d'où est-ce qu'il vient, etc. Enfin, vous voyez, une espèce de une vision assez étrange. Qui est-il? Qui Troisième sont ces réseaux? question. Voilà, c'est ça. Voilà, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Donc, tous les signaux d'alerte se mettent en place. En fait, troisième question, ce qui est tout à fait étonnant dans ce livre, je trouve, et c'est pour ça que j'ai pris un plaisir fou à le lire, c'est qu'en fait, on a l'impression que ça relève tout ça de l'évidence, de la banalité. Enfin, c'est toute personne qui a un peu de culture, qui connaît un petit peu l'histoire, etc., puis la sociologie, la situation aujourd'hui du monde, se dit, mais en fait, tout ça, c'est presque, voilà, Donc, comment expliquer que les simples constats sur les difficultés, les échecs, etc., du monde musulman, ce simple constat-là n'arrive pas à être consensuel. Voilà. Et à être dressé même d'ailleurs. Et puis quatrième question, alors donc peut-être la plus importante pour moi, vous êtes de sensibilité libérale. Et en fait, alors c'est pour vous titiller, hein, évidemment, parce que c'est pour le plaisir de la discussion, mais comment est-ce que voilà, votre bouquin se termine quand même par des propositions que je trouve pas de nature libérale, c'est-à-dire qui sont au contraire très régulatrices, j'allais presque dire républicaines, c'est-à-dire que vous voulez maîtriser les flux migratoires, interdire certaines organisations, y compris des organisations qui ne sont pas terroristes, hein, mais qui sont des faunées de l'islamisme, disons. Vous voulez aussi intervenir sur la nature du dogme, puisque évidemment, je suis d'accord avec vous, hein, mais du coup, voilà, pour un libéral, il me semble que c'est une démarche qui n'est pas évidente. Voilà, a priori. Voilà. Donc, voilà, si vous aviez petite. Merci beaucoup pour ces questions très stimulantes. Oui. Alors, ai-je eu l'occasion de présenter ce livre à des musulmans? Non. Aucune organisation musulmane ne m'a pour l'instant invité à présenter ce livre. Je le ferai avec plaisir si j'avais l'occasion, mais je n'ai pas eu l'occasion pour l'instant et je ne pense pas, malheureusement, que ça viendra demain. Alors, j'ai été en revanche amené à discuter, à débattre face à des musulmans dans des chaînes comme T18. J'ai été confronté à Hakim El-Karoui, qui se présente comme étant l'une des figures de l'islam de France, qui s'est montré détestable du début jusqu'à la fin, ce qui en fait donne une image très inquiétante de l'islam libéral, parce que si ce monsieur qui est normalien, agrégé de géographie, qui a conseillé des ministres, n'est pas capable, en tout cas ne veut pas, parce qu'il ne voulait même pas répondre à des arguments factuels sur les données du monde musulman, bon, ça ne donnait pas une très bonne image de l'islam libéral et donc de l'islam tout court. J'ai été amené à discuter avec M. Tarek Oubrou, imam de Bordeaux, sur le plateau d'Eugénie Bastier, type très sympathique, très souriant. Bon, il a esquivé à peu près tous les arguments que je lui ai opposés en se réfugiant dans des considérations théologiques, là où moi je tentais de rester très prosaïque, avec les données, les faits. Et donc, bon, la réponse de ces savants, généralement, c'est oui, c'est vrai, l'islam est dans un état lamentable, mais c'est parce qu'on ne fait pas suffisamment d'herméneutique coranique, il faudrait faire beaucoup plus d'études de théologie poussées. Et alors, je ne lui ai pas répondu ça, mais moi, je me demande quand même
quelle drôle de religion, quelle est donc cette religion qui requiert de ses adeptes 20 ans d'études pour les persuader de ne pas battre leurs femmes? Ça me paraît quand même assez bizarre qu'il faille 10 ans d'herméneutique coranique pour intérioriser des principes que mon enfant de 5 ans a déjà intériorisés. Vous voyez, donc il y a peut-être là aussi une réflexion à avoir. Et il se trouve que demain, je débat avec M. Raled Benchek sur France Culture, dans l'émission de Réplique, donc de M. Alain Finkielkraut. Donc l'émission est tournée demain, elle sera diffusée samedi, donc on verra comment ça se passe. M. Raled Benchek, avec qui j'ai un petit conflit, mais qui ne sera pas mentionné, puisque c'est la règle, il ne faudra pas le mentionner. L'article du Monde, alors comment je l'ai trouvé? Écoutez, au risque de vous surprendre, moi je suis plutôt content de cet article. D'une part parce que le sujet s'est imposé dans le débat public, de sorte que ce journal qui a malheureusement pris l'habitude de ne pas chroniquer des livres qui sortent de l'éditorial, s'est senti obligé de le faire. Alors, bon, il y a le chapeau qui dit ce livre a été diffusé par une campagne très marquée par des médias de droite. Le journaliste a habilement omis tous les médias de gauche et de centre qui m'ont invité, l'Express, La Croix, Marianne, T18, donc ça faisait partie en effet de l'angle du journaliste. Et bon, le cercle vicieux est un petit peu évident, c'est-à-dire qu'on a effectivement des médias de gauche qui boycottent le livre et qui s'étonnent ensuite que seule la droite en parle. Moi je m'adresse à tout le monde, je m'adresse à tous les publics, je m'adresse à la fois à la droite conservatrice, à la gauche progressiste, aux libéraux et aux musulmans, parce que ma position, c'est que l'islamisation de nos sociétés n'est dans l'intérêt de personne en réalité. Ni de la droite conservatrice qui est à tort ou à raison attachée à une certaine culture chrétienne, bon, pourquoi pas, ni à une gauche progressiste, puisque j'essaie de faire comprendre à cette gauche que la cohabitation entre Mahomet et Simone de Beauvoir est un peu compliquée, là aussi, et donc qu'il faut l'avoir en tête. Ni des libéraux, puisque là on l'a dit, Tocqueville et Mahomet, ça ne marche pas mieux que Mahomet et Simone de Beauvoir, c'est un couple assez instable qui ne peut pas vraiment durer, et ni des musulmans, puisque comme c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans jouissent des libertés les plus étendues, il s'ensuit que même les musulmans n'ont pas intérêt, paradoxalement, à l'islamisation de leur société d'accueil, parce que ça aboutirait très certainement à la destruction des institutions dont ils bénéficient. Donc moi, je serais prêt à défendre ma thèse chez l'Humanité, chez Mediapart, si on m'y invitait. Hein, je n'ai pas de souci avec ça. Simplement, force est de constater qu'aujourd'hui, ce sont les conservateurs qui prennent cette question-là au sérieux, tandis que les médias progressistes ne s'y intéressent pas. Alors, comment l'expliquer? Alors, ça rejoint votre troisième question. Pourquoi une thèse aussi peu consensuelle? Moi, je pense effectivement que la culpabilité postcoloniale joue pour beaucoup, c'est-à-dire que la colonisation, les crimes qui ont été commis par la colonisation, les crimes incontestables, se sont réclamés de l'universalisme, et à partir de là, on en a déduit qu'il y avait une espèce de continuum entre l'universalisme et ces crimes, et que pour ces raisons-là, il fallait qu'on renonce finalement au paradigme universaliste. Je pense que c'est une erreur. Je pense que les crimes qui ont pu être commis au nom de l'universalité de la condition humaine n'invalident pas le paradigme, et qu'il faut évidemment séparer le bon grain de l'ivraie, et que c'est pas parce que des gens ont utilisé une vérité pour aboutir à des conclusions contestables qu'il faut nier la vérité. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. C'est-à-dire qu'on a sombré dans une espèce de relativisme en disant que toutes les traditions se valent, parce que le contraire avait en effet inspiré des crimes tout à fait effroyables. Or, le relativisme ne tient pas. S'il y a plus de musulmans qui migrent en Occident que d'occidentaux qui migrent vers l'islam, c'est parce qu'il y a des sociétés qui sont parvenues à bâtir des régimes beaucoup plus respectables. Et donc, le relativisme, moi je le dis, est une croyance de luxe. C'est une croyance que seul l'intellectuel de Saint-Germain-des-Prés, assis dans son salon, peut se permettre d'adopter. Celui qui a l'infortune de naître dans une culture arriérée ne peut pas se permettre de raisonner ainsi parce qu'il dépérit. Voilà. Et donc, c'est, je pense, cette vérité-là qu'il faut marteler. Et vous avez raison de dire que moi, je ne prétends pas réinventer toute la discipline. J'expose des données qui étaient là. Il n'a pas fallu que j'aille chercher au sous-sol de je ne sais quelle bibliothèque des données qui étaient très facilement accessibles. Et je pense d'ailleurs que ce livre, ce n'est pas moi qui aurais dû l'écrire. Il aurait dû être écrit depuis bien plus longtemps par des gens plus compétents que moi.
Et le fait qu'il faille voilà, envoyer au front l'avorton que je suis signale aussi peut-être quelques dysfonctionnements parmi les élites académiques. Alors, le libéralisme, question très intéressante. En effet, je suis de sensibilité libérale. Et je ne pense pas, alors la régulation de l'immigration, il s'agit en l'occurrence de préserver les conditions anthropologiques qui ont permis l'émergence de la démocratie libérale. Et moi, j'applique le paradoxe de Popper, qu'on cite très souvent. Popper disait pas de tolérance avec les intolérants. Ça me paraît pas être tout à fait incompatible avec l'axiome libéral. Et le paradoxe que je soulève, c'est que la République française s'est montrée beaucoup plus intransigeante avec sa religion historique qu'elle ne l'est aujourd'hui à l'égard d'une religion beaucoup plus dangereuse. C'est la Troisième République que l'on crédite d'avoir instauré les grandes libertés publiques, syndicales, de la presse. C'est elle qui va expulser des milliers de religieuses et de religieux en 1880, 1902, 1903, avec le père Combes et d'autres, parce qu'à l'époque, l'Église était perçue, à tort ou à raison, comme une force hostile à l'ordre républicain. Et donc, je pense que, précisément, la démocratie libérale, comme le disait Revel, est parfois exposée à la faiblesse suivante, c'est que notre attachement tout à fait honorable à la délibération fait que nous ne sommes plus capables de distinguer l'opposant de l'ennemi. Et je pense que c'est une compétence qu'il faut que l'on retrouve. L'opposant, c'est celui qui est en désaccord avec vous sur les moyens de parfaire votre civilisation. L'ennemi, c'est celui qui veut sciemment détruire les aspects les plus honorables de votre culture et de votre civilisation. Et c'est une compétence qui est difficile. Je ne dis pas que les choses sont toujours faciles à mettre en place, mais en tout cas, quand je parle en effet d'interdire les frères musulmans et autres organisations fondamentalistes, bah oui, je pense en effet qu'il faut être capable de tracer une frontière de la même manière, si vous voulez, qu'en Allemagne, on a interdit les mouvements nazis, et c'est heureux, qu'on a considéré que certaines idéologies se situaient hors du champ démocratique, républicain, et n'étaient pas compatibles avec le fameux patriotisme constitutionnel que l'on a théorisé après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, je pense qu'il faut réactualiser ce raisonnement et l'appliquer au fondamentalisme musulman. Il ne s'agit pas évidemment d'aller persécuter les musulmans modérés, mais ceux qui nous expliquent que le Coran est parfait et qu'il faut tout appliquer font en fait l'apologie de violence. Et je pense que même à droit constant, si on avait une application beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus orthodoxe de la législation actuelle, bon, quelqu'un qui vous dit que le Coran est parfait et qu'il faut tout appliquer, en fait, fait l'apologie du meurtre. Et l'apologie du meurtre est interdite en droit français. De même, celui qui vous dit que la geste mahométane de Mahomet doit être imitée sans contextualisation aucune, celui-là fait aussi l'apologie de crime. Et donc, je pense que même à droit constant, il est possible de faire beaucoup de choses, mais encore faut-il que nos sociétés aient le courage de défendre leurs valeurs. Et toute la difficulté étant que nous avons perdu confiance en réalité dans la qualité de nos institutions et de nos valeurs, et que cela fait évidemment le jeu de nos ennemis. Bruno, merci Oui. pour cette réponse. Bruno? Merci. Alors, d'abord, merci beaucoup parce que c'était absolument passionnant, hein. Vraiment, j'étais scotché tout le temps. Bon, peut-être, alors, en vous écoutant, j'ai pensé à deux choses. D'abord, l'idée de la méthode historico-critique. Effectivement, c'est vrai que je pense que c'est vraiment un des enjeux les plus importants. Avec l'idée aussi, ce que vous avez dit, de la culture générale, c'est-à-dire parce que la culture générale, c'est aussi un champ, enfin, un élargissement de la profondeur historique. Et c'est une chose qui m'est venue un jour en allant à Tunis. Parce que quand vous arrivez à Tunis, vous arrivez à l'aéroport. Moi, je suis venu en avion, hein. Donc Tunis-Carthage. Alors bon, on dirait l'aéroport est à Carthage, c'est vrai. Mais en même temps, bah, je ne sais pas, immédiatement, vous voyez arriver Hannibal et ses éléphants, vous voyez arriver Saint-Augustin, vous voyez le concile de Carthage. En fait, la profondeur historique ne commence pas avec l'histoire musulmane. Et ça, tous les pays du Proche-Orient ont une profondeur historique beaucoup plus vaste que l'islam, et c'est une chose qu'il faudrait développer. Et j'ai peur que aujourd'hui, en bloquant aussi les échanges culturels entre l'Orient et l'Occident par des guerres agressives, on peut aussi empêcher ça aussi. Alors ça, c'est ma première impression. Et la deuxième impression, en vous écoutant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Jean Damascène.
Parce que, en fait, Jean Damascène, C'est c'est flatteur. oui, oui, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que d'abord, c'est une immense lignée de hauts fonctionnaires. Alors d'abord des empereurs byzantins en Syrie, puis ensuite après des premiers califes omeyyades, etc. Jean Damascène lui-même est un esprit absolument passionnant, etc. Bon, il a écrit sur l'iconoclasme, etc. Mais il a aussi fait, et c'est en ça que, en vous écoutant, j'ai pensé à ça, le livre des hérésies. Alors dans le livre des hérésies, alors l'islam, c'est la centième hérésie. Et quand on feuillette même superficiellement le livre des hérésies de Jean Damascène, on voit bien que, en fait, il divise les hérésies en plusieurs catégories. Bon, bon, d'accord, ils sont hérétiques, mais il y a les hérésies sérieuses, c'est-à-dire celles, voilà, c'est bien construit, on n'est pas d'accord, mais c'est bien construit. Et puis après, il y a les hérésies un peu stupides, si vous voulez. Et alors là, et dans ce qui concerne l'islam, on voit que Jean Damascène, qui a pourtant été très proche d'Abd al-Malik, il a travaillé pour lui. On dit que même enfant, il était très proche du calife Yazid Ier, etc. Il est intellectuellement consterné. Il est consterné. C'est-à-dire que finalement, au milieu de toutes ces hérésies, les hérésies sérieuses, les hérésies pas sérieuses, non seulement l'islam n'est pas une hérésie sérieuse, mais c'est en plus une hérésie pas sérieuse consternante. Et, et c'est une vraie expérience. Et en vous écoutant, je trouve que finalement, bah, vous rejoignez Jean Damascène, en fait, avec un constat, dire, oh, bah, quand même, comment est-ce que ça peut arriver? Enfin, vous voyez, voilà, bon, je m'arrête là. Je vous laisse la responsabilité de la comparaison avec Jean Damascène. Je ne prétends pas être à la hauteur de cet illustre personnage. Mais vous avez raison, en fait, de dire que la critique de l'islam, même la plus virulente, n'est absolument pas anachronique dans le sens où les aspects les plus infâmes et les plus absurdes de la prophétie islamique étaient soulignés par les contemporains de l'islam. C'est-à-dire que même au regard des critères du 7e siècle, et là on revient sur en effet cette historiographie islamique qui prétendait que l'islam était un apport à la civilisation incontestable, alors que même au regard des critères du 7e siècle, cette religion était déjà une régression anthropologique. D'ailleurs, j'exhume dans mon livre la Doctrina Jacobi, qui était un texte d'inspiration chrétienne, et qui déjà à l'époque disait, mais qu'est-ce que c'est que ce prophète armé de petits pancapes Et donc la dénonciation de la violence du fait islamique était déjà le fait de ses contemporains. Donc, ce qui montre évidemment que certains environnements culturels avaient en tout cas atteint un niveau de sophistication, de raffinement spirituel, moral, qui fait que la prophétie d'un caravanier esclavagiste était quand même une régression historique. Et c'est la même chose pour le droit des femmes aussi, parce que l'islam prétend avoir rehaussé le statut des femmes en Arabie pré-islamique. Une amie qui est allée en Turquie m'a dit qu'à l'entrée d'une mosquée, il y a un panneau qui dit aux touristes Mahomet a rehaussé le droit des femmes. Et on sait aujourd'hui, grâce à l'archéologie pré-islamique, que tout ça est tout à fait discutable dans la mesure où, dans l'Arabie ancienne, on avait des femmes qui accédaient au statut de souverain, qui conduisaient des opérations économiques, immobilières, pardon. Et donc, là encore, tout a été mis en œuvre par l'historiographie musulmane pour déprécier l'Orient ancien afin que l'obscurité enfile des habits de la lumière. Et donc, ça rejoint en effet votre remarque sur l'importance d'exhumer les richesses des sociétés pré-islamiques. Et là-dessus, je vous suis à 100%. Je pense que la dépréciation des traditions pré-islamiques est aussi le signe que les musulmans craignent ces traditions pré-islamiques. Pour moi, ce n'est pas un hasard si les talibans ont fait exploser les Bouddhas de Bamignan, c'est-à-dire qu'il y a un risque sérieux que les musulmans se demandent, en effet, qu'est-ce qu'il y avait là avant nous, et le jour où ils se poseront cette question, ils seront en partie sauvés. Donc il faut insister là-dessus, il faut en effet exhumer ces traditions, ces institutions, ces civilisations, renforcer les humanités, la culture générale, afin d'élargir l'horizon des populations et qu'elles montrent, en tout cas pour qu'elles comprennent que l'islam est un accident de l'histoire et un accident assez malheureux. Un joli mot de conclusion, Fergan. Merci infiniment pour ces réponses étayées, pour ces différentes questions. Jean-Loup, je te laisse peut-être la Oui, parole pour conclure. Je écoutez, dirais je voudrais juste. simplement, juste une dernière chose pour remercier toutes les personnes qui étaient là. Les questions étaient extrêmement intéressantes. On a beaucoup abusé de vous, Fergan, mais franchement, c'était très intéressant. Je vois qu'il y a plein de réactions pour dire que tout le monde va acheter votre livre. Je pense que c'est un excellent vaccin. Voilà, et Jean-Loup, je te laisse conclure.
Merci, oui, donc rien à ajouter. Merci à Fergan pour cet exposé très cohérent et très, très instructif, très clair et très illustré. D'ailleurs, oui, ce que tu disais sur la condition des femmes, je trouve en effet c'est une contradiction, puisque quand on lit la biographie du prophète, on voit que sa première épouse, Radija, a justement un statut social et économique élevé et indépendance, et c'est une commerçante entreprenante, donc en effet, ce qui peut Avant que Mahomet commence sa prédication.